La lumière du jour et le chant des oiseaux réveillèrent Larry à 8h30. Il n'en revenait pas. Chaque matin, depuis que lui et Rita avaient quitté New York, c'était la même chose. La lumière du soleil et le chant des oiseaux. Et comme attraction supplémentaire, en prime si vous voulez, l'air sentait bon, il sentait frais. Même Rita s'en était aperçue, et il se disait on ne peut pas rêver mieux. Et pourtant, tout allait de mieux en mieux, au point de se demander ce qu'on avait bien pu foutre avec la planète avant l'épidémie, de se demander si c'était ainsi que l'air avait toujours senti dans le Minnesota, l'Oregon ou sur le versant ouest des Rocheuses. Allongé dans sa moitié du double sac de couchage, sous la petite tente qu'ils avaient trouvée à Passaic dans la matinée du 2 juillet, Larry se souvenait du jour où Al Spellman, un des musiciens des Tarted Raymonds, avait essayé de le persuader de partir en camping avec lui et deux ou trois autres types. Il passerait la nuit à Las Vegas, puis continuerait jusqu'à Loveland au Colorado, où il resterait 5 ou 6 jours en pleine nature. Oh, tu me fais chier avec ton ivresse des montagnes, avait répondu Larry. Ton truc, c'est pas pour moi. Vous allez rentrer bouffé par les moustiques, et à force de chier dans le bois, les orties vont vous foutre le cul en flammes. Maintenant, si vous changez d'avis, et si vous décidez de camper 5 ou 6 jours dans un casino de Las Vegas, donne-moi un coup de fil. Peut-être avait-il connu ce qu'il connaissait maintenant. Tout seul, personne pour vous emmerder, sauf Rita, qui ne l'emmerdait pas tant que ça, tout compte fait. L'air frais, le sommeil du juste, sans se retourner 107 fois dans son lit. Bang, à point fermé, comme si quelqu'un te donnait un coup de masse sur la tête. Pas de problème, pas de question, sauf savoir où aller le lendemain. Plutôt sympa. Ce matin, à Bennington, dans le Vermont, en bordure de la Nationale 9 qui les conduisait plein est vers la mer, ce n'était pas un matin comme les autres. C'était le 4 juillet, fête nationale des États-Unis d'Amérique, fichtre. Il s'assit, sans sortir du sac de couchage, et regarda Rita. Mais elle était encore hors d'usage. On ne voyait que le contour de son corps sous le sac, plus une touffe de cheveux. Bon, il allait lui préparer un petit réveil en fanfare ce matin. Larry fit glisser la fermeture de son côté du sac et sortit, nu comme un verre. Il eut d'abord la chair de poule, mais il faisait déjà assez chaud, à peu près 20 degrés, pensa-t-il. Encore un autre jour du tonnerre, et il rampa hors de la tente et se releva. La Harley Davidson 1200 cm3 attendait tout près, une belle machine noire vraiment splendide avec tous ses chromes. Comme le sac de couchage et la tente, c'est à Pessac qu'ils l'avaient trouvée. Ils avaient déjà consommé 3 voitures, 2 abandonnées dans d'invraisemblables embouteillages, la troisième embourbée à la sortie de Nutley, quand Larry avait essayé de contourner 2 camions qui s'étaient heurtés de plein fouet. Solution, la moto, qui pouvait se faufiler entre les obstacles. Et si la route était complètement bouchée, on pouvait toujours rouler sur la voie d'urgence ou sur le trottoir. Rita n'aimait pas trop. Elle était nerveuse sur le siège arrière et s'accrochait désespérément à Larry. Mais elle avait bien dû admettre que c'était la seule solution pratique. Le dernier embouteillage de l'humanité souffrante avait été une réussite totale. Depuis qu'ils avaient quitté Passaic, ils roulaient en rase campagne, et dans la soirée du 2 juillet, ils avaient retraversé la frontière de l'État de New York et monté leur tente à la sortie de Caryville, dans le décor mystérieux et paisible des monts Catskills. Ils avaient pris à l'est, dans l'après-midi du 3, pour entrer dans le Vermont à la tombée de la nuit. Et c'est là qu'ils étaient maintenant, à Bennington. Ils avaient campé sur une petite colline à la sortie de la ville, et maintenant Larry pissait à côté de la moto, tout nu. Il regardait autour de lui, s'émerveillait de ce paysage de carte postale. Au fond de la vallée, une petite ville de Nouvelle-Angleterre, de jolies églises blanches dont les clochers semblaient vouloir piquer le ciel bleu du matin, un collège, vieille bâtisse de pierre grise tapissée de lierre, une filature, 2 petites écoles en briques rouges, et des arbres partout dans leurs robes d'été. Seule chose qui ne collait pas tout à fait dans le tableau, les cheminées de la filature qui ne fumaient plus, et l'on voyait un grand nombre de minuscules voitures garées dans tous les sens sur la rue principale. Mais dans le soleil et le silence, troublé, il est vrai, par un occasionnel gazouillement d'oiseaux, Larry aurait pu partager les sentiments de feu Irma Fayette, s'il avait connu la charmante dame, pas une grande perte. Sauf que c'était le 4 juillet, et qu'il se sentait toujours américain dans l'âme. Il se racla la gorge, cracha, fredonna quelques notes pour trouver le ton. Il prit une profonde inspiration, sentit la petite brise du matin caresser sa poitrine et ses fesses nues, puis il entonna l'hymne national.
Il le chanta du début jusqu'à la fin, debout face à la ville de Bennington, agrémentant le dernier couplet d'un petit trémoussement du bassin à l'intention de Rita, qui avait sûrement sorti la tête de la tente pour le regarder. Puis il salua ce qu'il croyait être le palais de justice de Bennington et se retourna, pensant que le meilleur moyen de célébrer le début d'une nouvelle année d'indépendance dans ces bons vieux États-Unis d'Amérique serait sans doute une bonne partie de baise à l'américaine. Larry Underwood, enfant de la patrie, vous souhaite Mais la tente était toujours fermée. Bon Dieu, qu'elle est agaçante, pensa-t-il, mais il chassa aussitôt cette idée. Elle n'était pas toujours sur la même longueur d'onde que lui, voilà tout. Il n'avait qu'à l'accepter et mettre son mouchoir par-dessus. C'est comme ça, les relations entre adultes. À vrai dire, il faisait de son mieux avec Rita depuis l'horrible histoire du tunnel et avait l'impression de s'en sortir plutôt bien. Il fallait qu'il se mette à sa place, c'était ça le secret. Il fallait admettre qu'elle était beaucoup plus vieille que lui, qu'elle avait pris l'habitude d'une vie facile. Bien naturel qu'elle ait du mal à s'adapter à un monde complètement chamboulé. Les pilules, par exemple. Il n'avait pas été trop content de découvrir qu'elle avait apporté toute sa foutue pharmacie, plus un pot de vaseline. Des pilules jaunes, des noires, des bleues, et puis un truc qu'elle appelait mes petits pétards. Les petits pétards étaient rouges. 3 avec un bon coup de tequila, et vous aviez la tremblote pour le restant de la journée. Il n'aimait pas trop, parce qu'à jouer comme ça aux montagnes russes avec sa cervelle, elle allait finir par se faire sauter les plombs. Il n'aimait pas trop non plus, parce que, si on regardait bien au fond de la casserole, c'était en fait une gifle qu'elle lui donnait en pleine gueule. Et pourquoi était-elle si nerveuse? Pourquoi avait-elle du mal à s'endormir? Ça, il n'en savait rien, fichtrement rien. Est-ce qu'il ne s'occupait pas d'elle? Ah si, pour s'en occuper, il s'en occupait. Il s'avança vers la tente et hésita un instant. Peut-être fallait-il la laisser dormir, peut-être était-elle complètement crevée. Il jeta un coup d'œil à son bon vieux Popol qui battait furieusement la mesure. Non, Popol n'était pas d'humeur à la laisser dormir. L'hymne national l'avait mis dans une forme superbe. Larry ouvrit donc la tente et se glissa à l'intérieur. Rita? Il s'en rendit compte aussitôt, après l'air vif et pur du petit matin. Il devait être encore à moitié endormi tout à l'heure pour ne pas l'avoir remarqué. L'odeur n'était pas très forte, car la tente était assez bien aérée, mais on ne pouvait pas s'y tromper, c'était l'odeur aigre-douce du vomi, de la maladie. Rita! Il eut peur tout à coup de la voir couchée dans cette position. Une touffe de cheveux qui sortait du sac de couchage, rien d'autre. Il s'approcha d'elle à quatre pattes. L'odeur de vomi était plus forte, il avait mal au cœur. Rita, ça va? Réveille-toi, Rita! Aucun mouvement. Il la fit rouler sur le côté. Le sac de couchage était à moitié ouvert, comme si elle avait essayé d'en sortir en pleine nuit, comprenant peut-être ce qui lui arrivait. Et lui, il dormait paisiblement à côté d'elle, perdu dans ses rêves champêtres. Un flacon de comprimé s'échappa de la main de Rita. Derrière ses paupières mi-closes, ses yeux ressemblaient à deux billes vitreuses. Sa bouche était pleine du vomi vert qui l'avait étouffé. Longtemps il regarda ce visage de morte, longtemps. Ils étaient presque nez à nez, et il faisait de plus en plus chaud sous la tente, comme dans un grenier en plein mois d'août, avant que l'orage n'éclate. Il avait l'impression que sa tête gonflait comme un ballon. La bouche de Rita était pleine de cette saloperie, il n'arrivait pas à détourner les yeux. Et une question trottait dans sa tête, comme un petit lapin mécanique. Combien de temps j'ai dormi comme ça à côté d'elle? C'est dégoûtant, absolument dégoûtant. Et tout à coup, il se rua hors de la tente, à quatre pattes sur le tapis de sol, s'éraflant les deux genoux sur les pierres quand il sortit. Il crut qu'il allait vomir, et il avait horreur de vomir. Et j'allais la baiser, pensa-t-il, et tout remonta finalement, sans hâte, en une petite flaque fumante qui ne sentait pas très bon, avec un sale goût dans la bouche et dans le nez. Il pensa à elle presque toute la matinée. Dans une certaine mesure, il se sentait soulagé, dans une grande mesure, pour être bien franc. Mais jamais il n'oserait l'avouer, car c'était la confirmation de tout ce que sa mère disait de lui, sa mère et aussi Wayne Stuckey, et même cette espèce de folle d'hygiéniste dentaire. « Je suis un sale type, dit-il à haute voix, et il se sentit mieux. Car ainsi, il était plus facile de voir la vérité en face. Il avait conclu un pacte avec lui-même dans un obscur recoin de son subconscient. Il avait décidé qu'il s'occuperait d'elle. Peut-être était-il un sale type, mais il n'était certainement pas un assassin. Dans le tunnel, il avait failli l'assassiner. Il avait donc bien fallu qu'il s'occupe d'elle. Plus question de l'engueuler quand elle lui cassait les pieds,
Comme cette manière qu'elle avait de s'accrocher à lui sur la Harley, on aurait cru King Kong. Non, il ne devait plus l'engueuler, même si elle l'emmerdait, même si elle était parfois complètement conne. Comme hier soir. Elle avait mis des petits pois à chauffer dans la braise sans percer la boîte de conserve. Il l'avait repêchée, déjà toute noircie, le couvercle bombé, à peu près 3 secondes avant qu'elle n'explose comme une bombe. Un peu de malchance, et ils auraient eu tous les deux les yeux crevés. Est-ce qu'il l'avait engueulée? Non, pas un mot. Il avait pris ça à la rigolade. Même chose avec les pilules. Après tout, les pilules, c'était ses oignons. Mais tu aurais peut-être dû lui en parler. Elle attendait peut-être que tu lui en parles. Eh oh, on n'était pas là pour faire de la thérapie de groupe, dit-il tout haut. Il fallait survivre, et elle n'avait pas pu s'en tirer. Peut-être le savait-elle dès ce jour, à Central Park, quand elle avait tiré sur ce cerisier du Japon avec un minable 32 qui aurait parfaitement pu lui sauter dans la main. Peut-être. Peut-être, et merde, dit-il tout haut. Larry eut envie de boire un peu d'eau, mais la gourde était vide. Et il avait toujours ce goût dégueulasse dans la bouche. Peut-être que le pays était rempli de gens comme elle. La grippe n'avait sûrement pas épargné que les plus solides, sûrement pas. Il y avait certainement quelque part un jeune type, bien costaud, immunisé contre la grippe, mais en train de crever d'une petite amygdalite. Larry était assis au bord de la route. Devant lui, les collines du Vermont se réveillaient dans la brume dorée du matin. Par beau temps, on devait voir vachement loin. Un petit muret bordait la route, et devant quelques bouteilles de bière cassées. Une vieille capote anglaise, sûrement des jeunes qui venaient ici regarder le coucher du soleil quand les lumières de la ville commençaient à s'allumer tout en bas. D'abord un peu de romantisme contemplatif, et puis ensuite une bonne partie de cul. Une BPC, comme on disait dans le temps. Alors pourquoi se cherchait-il des poux dans la tête? Il voyait la vérité en face, non? Ah oui. Et le pire de cette vérité, c'est qu'il se sentait soulagé. Il s'était débarrassé d'un boulet. Non, le pire, c'est d'être seul. Le pire, c'est la solitude. Pas très original, mais vrai. Il aurait voulu partager cette pensée avec quelqu'un à qui il aurait pu dire « Par beau temps, on doit voir vachement loin ». Mais la seule compagnie qu'il avait était un cadavre allongé dans une tente, 1 ou 2 kilomètres plus loin, la bouche pleine de dégueulis verts, raide et couvert de mouches. Le front sur les genoux, Larry ferma les yeux. Non, il n'allait pas pleurer. Il avait horreur de pleurer, presque autant qu'il avait horreur de vomir. Finalement, il se dégonfla. Il n'était pas capable de l'enterrer. Pour se donner du courage, il avait bien essayé de penser à des choses plutôt dégueulasses. Les asticots, les scarabées, les marmottes qui allaient venir la flairer, la grignoter. L'horreur de penser qu'un être humain en laissait un autre derrière lui, comme un papier de bonbon, comme une vieille bouteille de Pepsi. Mais était-ce bien légal de vouloir l'enterrer? À vrai dire, et il disait la vérité maintenant, il savait parfaitement que ce n'était qu'une excuse pour se défiler. Il se voyait descendre à Bennington, entrer dans la quincaillerie du coin, prendre une pelle et une pioche. Il pouvait même se voir revenir ici, où tout était si beau et si calme, et creuser une tombe quelque part. Mais rentrer dans cette tente, qui devait maintenant sentir comme les toilettes de Central Park, où le bonhomme allait rester assis sur son siège jusqu'à la fin des temps, ouvrir la fermeture du sac de couchage, la sortir de là, toute raide, ou peut-être flasque, la traîner jusqu'au trou en la prenant sous les bras, la faire tomber dedans, reboucher le trou, voir la terre s'écraser sur ses jambes blanches aux veines variqueuses, recouvrir ses cheveux. Oh non, Burke. J'ai l'impression que je vais passer pour cette fois. Je suis trouillard, d'accord. Et après? Il revint à la tente avec un long bâton, prit une profonde respiration, ouvrit la tente et pêcha ses vêtements à l'intérieur. Puis il recula et s'habilla. Une autre grande respiration, et cette fois ce fut le tour de ses bottes. Il s'assit sur un tronc d'arbre et les enfila. Ses vêtements étaient imprégnés de l'odeur de vomi. « Oh merde !» murmura-t-il. Il la voyait, à moitié sortie du sac de couchage, la main tendue, presque refermée, comme si elle tenait encore le flacon de pilule. Ses yeux mi-clos, fixés sur lui, semblaient lui lancer des reproches. Il repensa au tunnel, aux morts vivants qu'il avait cru voir marcher. Et il se dépêcha de refermer le rabat de la tente avec son bâton. Il sentait encore son odeur sur lui, si bien qu'il s'arrêta quand même à Bennington en fin de compte. Une escale dans un magasin de vêtements pour hommes, où il choisit une nouvelle tenue, plus 4 paires de chaussettes et des slips. Il trouva même une paire de bottes neuves. Dans le miroir où il se regardait, il voyait derrière lui le magasin vide et la Harley appuyée sur sa béquille, à côté du trottoir.
Pas mal du tout, murmura-t-il. Plutôt chouette, même. Mais personne n'était là pour admirer son bon goût. Il sortit du magasin, fit démarrer la Harley. Il aurait sans doute pu s'arrêter à la quincaillerie. Le type vendait sûrement du matériel de camping pour les touristes. Il aurait pu y trouver une tente et un autre sac de couchage. Mais pour le moment, il n'avait qu'une envie, s'en aller. Il s'arrêterait un peu plus loin. Au moment de sortir de la petite ville, il leva la tête et vit l'endroit où il était assis tout à l'heure. Mais la tente était invisible, et c'était aussi bien comme ça. Larry regarda devant lui et tout à coup sentit sa gorge se serrer. Une camionnette qui remorquait un van avait fait une embardée pour éviter une voiture, et le van s'était renversé. Larry serait rentré dedans s'il n'avait pas tourné la tête à temps. Un coup de guidon sur la droite, et sa botte toute neuve frotta sur l'asphalte. Il faillit passer, mais le repose-pied gauche accrocha le pare-choc arrière de la camionnette. Larry alla atterrir quelques mètres plus loin. La Harley se coucha. Elle octa quelques instants derrière lui, puis cala. Ça va se demanda-t-il à haute voix. Il faisait du 30 à l'heure à peu près. Heureusement que Rita n'était pas avec lui, elle aurait piqué sa crise. Naturellement, si Rita avait été avec lui, il n'aurait pas tourné la tête, il aurait regardé droit devant lui. Ça va, se répondit-il. Mais il n'en était pas trop sûr. Il s'assit par terre. Le silence le surprit, une curieuse sensation qui le prenait de temps en temps, un silence si profond qu'on avait l'impression de devenir fou quand on y pensait trop. En ce moment, il aurait préféré entendre les braillements de Rita, et brusquement, une pluie de points lumineux apparut devant ses yeux, et Larry crut qu'il allait s'évanouir. Je me suis vraiment fait mal, et dans une minute je vais sentir la douleur. J'ai dû me casser quelque chose, ou j'ai peut-être une hémorragie, et qui va me faire un garrot. Mais les étincelles disparurent. Non, il n'avait rien, ou presque. Il s'était raflé les 2 mains, et son pantalon tout neuf était déchiré au genou droit. Le genou saignait un peu, mais ce n'était que des égratignures. Pas la peine d'en faire une histoire. Tout le monde se casse la gueule en moto, ça arrive tout le temps. Ok, on ne va pas en faire une histoire. Mais il aurait pu se cogner la tête, avoir une fracture du crâne. Il serait resté par terre, sous le soleil brûlant, jusqu'à en crever. Ou il se serait étouffé dans son vomi, comme une certaine amie de sa connaissance, maintenant décédée. D'un pas mal assuré, il s'avança vers la Harley et la remit debout. Elle ne semblait pas avoir souffert, mais elle lui paraissait différente maintenant. Auparavant, ce n'était qu'une machine assez excitante d'ailleurs, qui, outre le fait d'être un moyen de locomotion, présentait l'avantage de lui faire croire qu'il était James Dean ou Jack Nicholson. Mais maintenant, ces chromes lui semblaient vaguement menaçants, semblaient l'inviter à remonter pour voir s'il était un homme, s'il était capable de maîtriser le monstre à 2 roues. La machine démarra au 3e essai. Larry sortit tout doucement de Bennington, les bras couverts de sueur. Tout à coup, il eut follement envie de voir quelqu'un, n'importe qui. Mais il ne vit personne ce jour-là. Dans l'après-midi, il se força à accélérer un peu, mais dès que l'aiguille du compteur frôlait les 30 à l'heure, il ralentissait aussitôt, même si la route était vide. En entrant à Wilmington, il s'arrêta devant un magasin de cycles et d'articles de sport, où il prit un sac de couchage, des gants épais et un casque. Mais même avec le casque, il n'arrivait pas à rouler à plus de 40 à l'heure. Dans les virages sans visibilité, il ralentissait tellement qu'il devait poser le pied par terre pour ne pas perdre l'équilibre. Et il continuait à se voir allongé au bord de la route, inconscient, baignant dans son sang. Vers 5 heures, alors qu'il approchait de Brattleboro, un voyant rouge s'alluma. La Harley surchauffait. Larry s'arrêta, coupa le moteur, soulagé. « T'aurais mieux fait de pousser un peu ta mécanique, se dit-il. Un engin comme ça, c'est fait pour rouler à 100 au moins, espèce de con. » Il abandonna la moto et rentra à pied dans la ville, sans savoir encore s'il allait revenir la chercher. Dès qu'il commença à faire nuit, il alla se coucher sous le kiosque à musique du parc municipal et s'endormit aussitôt. Un peu plus tard, un bruit le fit se réveiller en sursaut. Il regarda sa montre. Les 2 fines aiguilles phosphorescentes indiquaient 11h20. Il se redressa sur le coude et essaya de voir dans le noir. Sous ce kiosque ouvert à tous les vents, il regrettait la petite tente, si chaude, si douillette. Il n'entendait plus rien. Même les grillons s'étaient tus. Était-ce normal? Était-ce bien normal? « Il y a quelqu'un » demanda-t-il. Le son de sa propre voix lui fit peur. À tâtons, il chercha le 30-30. Il n'était plus là. « Ah si, ici »
Instinctivement, il appuya sur la détente, comme un homme qui se noie s'agrippe à la bouée qu'on vient de lui lancer. Si le cran de sûreté n'avait pas été mis, le coup serait parti et il aurait pu se tuer. Il y avait quelque chose dans ce silence, il en était sûr. Peut-être quelqu'un, peut-être un animal dangereux. Naturellement, un être humain pouvait fort bien être dangereux, comme celui qui avait poignardé l'homme au monstre, comme celui qui lui avait offert 1 million pour qu'il lui laisse sa femme un quart d'heure. Il avait une lampe électrique dans son sac, mais pour la trouver, il aurait dû lâcher son fusil. Et puis, avait-il vraiment envie de voir qui était là? Il resta donc assis, attendant que quelque chose bouge, que ce bruit qui l'avait réveillé recommence. Mais était-ce bien un bruit, ou avait-il tout simplement rêvé? Un peu plus tard, il s'assoupit. Tout à coup, il se réveilla, les yeux écarquillés, la peau moite. Oui, il y avait du bruit, et si le ciel n'avait pas été si couvert, la lune presque pleine lui aurait permis de voir. Mais il ne voulait pas voir. Non, il ne voulait absolument pas voir. Il s'assit pourtant, tendit l'oreille, écoutant le bruit de ses bottes poussiéreuses qui s'éloignaient sur le trottoir de la grande rue de Brattleboro, dans le Vermont, en direction de l'ouest. Ses pas qui s'évanouissaient, qui se perdaient dans le bourdonnement des choses. Larry eut soudain une folle envie de se lever, de laisser le sac de couchage tomber par terre et de crier « Revenez! Je m'en fous, revenez !» Mais voulait-il vraiment appeler cet inconnu? Le toit du kiosque allait amplifier son cri, son appel. Et si ses pas revenaient, s'il se mettait à grandir dans le silence de la nuit, où même les grillons ne chantaient plus? Au lieu de se lever, il se recoucha, recroquevillé sur lui-même, les mains collées sur son fusil. Je ne vais pas dormir ce soir, pensa-t-il. Mais 3 minutes plus tard, il dormait. Et le lendemain matin, il crut avoir rêvé. Pendant que Larry Underwood tombait de sa moto, Stuart Redman était assis sur une grosse pierre, en train de déjeuner au bord de la route. Il entendit un bruit de moteur se rapprocher. Il avala d'un trait ce qui restait de sa bière et referma soigneusement la boîte de crackers. Son fusil était posé à côté de lui. Il le prit, enleva le cran de sûreté et reposa son arme. C'étaient des motos, des petites cylindrées à en juger par le bruit, sans doute des 250. Dans le profond silence, il était impossible de dire à quelle distance elles se trouvaient encore. 15 kilomètres peut-être, mais je n'étais pas sûr. En tout cas, amplement le temps de continuer à manger, s'il en avait eu envie, mais ce n'était plus le cas. Le soleil était chaud, et l'idée de rencontrer d'autres êtres humains plutôt agréable. Il n'avait vu personne depuis qu'il avait quitté Glen Batman à Woodsville. Il jeta un coup d'œil sur son fusil. S'il avait ôté le cran de sûreté, c'est que ces gens qui arrivaient pouvaient bien être du genre d'Elder. Mais s'il avait reposé son fusil, c'est qu'il espérait qu'il ressemblerait plutôt à Batman, en plus optimiste si possible. La société se reformera, avait dit Batman. Je n'ai pas dit qu'elle se réformera. La race humaine n'a jamais pu se réformer. Mais Batman ne tenait pas du tout à assister à la renaissance de la société. Il semblait parfaitement heureux, pour le moment du moins, de se promener avec Kojak, de peindre ses aquarelles, de cultiver son jardin et de réfléchir aux conséquences sociologiques d'une extinction presque totale de la race humaine. Si vous revenez par ici, et si votre invitation tient toujours, j'accepterai sans doute de partir avec vous, avait dit Batman. Voilà le fléau de la race humaine, la sociabilité. Et le Christ aurait dû dire « En vérité, je vous le dis, lorsque 2 ou 3 d'entre vous se réunissent, un autre pauvre type va se faire casser la gueule dans pas longtemps. » Et dois-je vous dire ce que la sociologie nous enseigne sur la race humaine? En 2 mots, ceci. Montrez-moi un homme seul, et je vous montrerai un saint. Donnez-moi un homme et une femme, et ils vont tomber amoureux. Donnez-moi 3 êtres humains, et ils vont inventer cette chose charmante que nous appelons la société. Donnez-moi 4, et ils vont construire une pyramide. Donnez-moi 5, et ils vont décider que l'un d'entre eux est un paria. Donnez-moi 6, et ils vont réinventer les préjugés. Donnez-moi 7, et dans 7 ans, ils vont réinventer la guerre. L'homme a peut-être été créé à l'image de Dieu, mais la société humaine a été créée à l'image de son grand ennemi. Était-ce vrai, se demandait Stuart. Si ça l'était, alors que Dieu nous protège. Ces derniers temps, Stu avait beaucoup pensé à ses anciens amis et connaissances. Et dans ses souvenirs, il avait fortement tendance à gommer ou à oublier totalement ce qu'ils avaient pu avoir de désagréable. Bill Abscombe, qui se mettait les doigts dans le nez et essuyait la morve sur ses semelles.
Norm Bruett, qui avait la main plutôt leste avec ses enfants, Billy Vereker et sa façon à lui d'enrayer l'explosion démographique de la population féline des environs. Il écrasait le crâne des chatons à coups de botte. Les souvenirs qu'il voulait garder étaient tous agréables. Partir à la chasse à l'aube, emmitouflé dans une grosse veste, jouer au poker chez Ralph Hodges. Willy Craddock se plaignait toujours d'avoir perdu 4 $, même quand il venait d'en ramasser 20. 6 ou 7 copains en train de pousser la Jeep de Tony Leominster, ce jour où il était allé dans le fossé, ivre-mort, et Tommy qui titubait sur la route et qui jurait ses grands dieux qu'il avait voulu éviter un camion plein de Mexicains, des illégaux bien sûr. Qu'est-ce qu'ils avaient pu rire? Et les blagues de Chris Ortega, toujours des histoires de Polonais ou de Juifs. Quand ils allaient à Huntsville voir les putes, et la fois où Joe Bum Brentwood avait attrapé des morpions, il soutenait mordicus que les bestioles venaient du canapé, pas de la fille qu'il s'était envoyée en haut. Qu'est-ce qu'ils s'amusaient bien? Pas des trucs de riches, avec leurs boîtes de nuit, leurs restaurants et leurs musées, mais il rigolait bien quand même. Et il pensait à d'autres choses encore, les ressassait dans sa tête comme un vieillard solitaire bat et rebat son jeu de cartes poisseuse pour faire une patience. Mais surtout, il voulait entendre d'autres voix, rencontrer quelqu'un pour lui dire « T'as vu ça ?» quand il se passait quelque chose, comme cette pluie d'étoiles filantes l'autre soir. Il n'était pas bavard, mais il n'appréciait pas la solitude. Il se redressa un peu quand les motos sortirent finalement du virage, 2 Honda 250. Un jeune type d'environ 18 ans et une fille peut-être un peu plus âgée. La fille portait une chemise jaune clair et un jean bleu ciel. Les 2 Honda firent un petit écart quand le garçon et la fille le virent assis sur son rocher. Le garçon resta bouche bée. Un moment, Stu pensa qu'ils allaient passer tout droit. Stu leva la main. « Salut !» dit-il d'une voix aimable. Son cœur battait dans sa poitrine. Il voulait qu'ils s'arrêtent. Et c'est ce qu'ils firent. Stu ne comprenait pas pourquoi ils avaient l'air si nerveux, surtout le garçon. On aurait dit qu'on venait de lui vider 5 litres d'adrénaline dans le sang. Naturellement, Stu avait un fusil, mais il était posé à côté de lui, et ils étaient armés aussi. Le garçon avait un pistolet, elle une petite carabine. « J'ai l'impression qu'il n'est pas dangereux, Harold, » dit la fille. Mais le garçon, qu'elle avait appelé Harold, continuait à regarder Stu, pas trop rassuré. « Comment peux-tu savoir ?» répliqua Harold, sans quitter Stu des yeux. « En tout cas, moi je suis bien content de vous voir, si ça peut vous faire plaisir, » dit Stu. « Et dois-je vous croire ?» lança Harold. Stu vit qu'il était mort de peur. « Comme tu voudras. » Stu descendit de son rocher. Harold cherchait déjà son pistolet. « Harold, laisse ça tranquille, » dit la fille. Puis ce fut le silence. Aucun d'eux ne semblait pouvoir faire le premier pas. 3 points qui, lorsqu'ils seraient reliés, formeraient un triangle dont on ne pouvait encore prévoir précisément la forme. « Aïe !» dit Franny, en se laissant tomber sur un tapis de mousse au pied d'un orme. « J'ai le derrière en compote, Harold. » Harold poussa un grognement, et Franny se tourna vers Stu. « Avez-vous déjà fait 300 kilomètres sur une Honda, monsieur Redman ? Je ne vous le recommande pas. »« Et où allez-vous » répondit Stu en souriant. « Et qu'est-ce que ça peut vous faire » demanda Harold d'une voix brusque. « Mais qu'est-ce qui te prend » lui dit Fran. « Monsieur Redman est la première personne que nous voyons depuis que Gus Dinsmore est mort. Nous sommes partis pour trouver des gens, non ?»« Oh, il veut vous protéger, c'est tout » dit doucement Stu. Il arracha un brin d'herbe et se mit à le mordiller. « Ouais, c'est ça, je la protège » répliqua Harold, toujours nerveux. « Je pensais que nous nous protégions tous les deux » dit Franny. Harold rougit jusqu'aux oreilles. « Donnez-moi 3 êtres humains et ils formeront une société, pensa Stu. Mais est-ce que ces deux-là pouvaient faire équipe avec lui? Il aimait bien la fille, mais le type lui faisait l'effet d'être un trouillard et une grande gueule. Et une grande gueule qui a peur peut devenir très dangereux. « Comme tu veux, » marmonna Harold. Il lança à Stu un regard oblique et sortit un paquet de Marlboro de la poche de son blouson. Maladroitement, il en alluma une. Stu se dit qu'il n'y avait sûrement pas longtemps qu'il avait commencé à fumer, peut-être avant-hier. « Nous allons à Stovington dans le Vermont, » dit Franny, « au centre de recherche épidémiologique. Nous... » « Mais qu'est-ce qu'il y a, monsieur Redman ?» Stu était devenu très pâle. Le brin d'herbe qu'il mâchonnait était tombé sur ses genoux. « Mais pourquoi là-bas » demanda Stu. « On vous l'a dit, à cause du centre de recherche épidémiologique, » répondit Harold sur un ton prétentieux. « Il m'a semblé que s'il restait un semblant d'ordre dans ce pays,
ou que si quelqu'un avait survécu à cette épidémie, c'est à Stovington que nous allions le trouver, ou encore à Atlanta, où il existe un autre centre de recherche. Oui, c'est vrai, dit Franny. Vous perdez votre temps, dis-tu. Franny eut l'air stupide. Harold prit un air offusqué, son cou devenait tout rouge. Je ne pense pas que vous soyez à même d'en juger, mon cher monsieur. Oh, je crois que si, répondis-tu. Je viens de là-bas. Cette fois, ils étaient tous les deux sidérés. Vous connaissez ce centre demanda Franny. Vous avez été voir? Non, c'est pas ça, dis-tu. Vous êtes un menteur, lança Harold d'une voix stridente. Fran vit un éclair de colère briller dans les yeux de Redman, mais il se calma aussitôt. Non, je ne suis pas un menteur. Moi, je vous dis que vous êtes un menteur. Je dis que vous n'êtes qu'un. Tais-toi, Harold, le coupa Franny. Harold se tourna vers elle, blessé dans son amour-propre. Franny, comment peux-tu croire? Et toi, comment peux-tu être aussi grossier, aussi agressif? Est-ce que tu vas au moins écouter ce qu'il a à dire? Je ne lui fais pas confiance, dit Harold. Et moi j'en dirais autant que toi, mon gars, pensas-tu. Comment est-ce que tu peux ne pas faire confiance à quelqu'un que tu viens de rencontrer? Vraiment, Harold, tu te comportes comme un enfant. Je vais tout vous expliquer, dis-tu d'une voix tranquille. Et il leur raconta une version abrégée de cette histoire qui commençait le jour où Campion avait démoli les pompes de harpe, puis son évasion de Stovington une semaine plus tôt. Harold regardait ses mains d'un air maussade en déchiquetant des brins de mousse avec ses doigts. Mais la fille tirait une gueule terrible et Stu se sentit mal pour elle. Elle était partie avec ce type, qui avait eu une très bonne idée, il fallait quand même l'admettre, espérant contre tout espoir qu'il restait encore quelque chose du monde d'autrefois. Cet espoir venait de s'envoler, et elle le prenait plutôt mal. Atlanta aussi? Les deux centres? demanda-t-elle. Oui, répondit Stu. Elle éclata en sanglots. Il aurait voulu la consoler, mais le type n'allait sûrement pas être de cet avis. Harold lança un regard gêné à Fran, puis se replongea dans la contemplation des brins de mousse qui couvraient les poignets de sa chemise. Stu tendit son mouchoir à Fran, qui le remercia distraitement sans lever les yeux. Harold lui lança un regard grognon, le regard d'un petit enfant gâté qui veut manger tout seul la boîte de biscuits. Il va avoir une drôle de surprise, pensa Stu, quand il va découvrir que la vie n'est pas une boîte de biscuits. Fran se calmait un peu. Nous devrions vous remercier, dit-elle finalement. Vous nous avez évité de faire un long voyage qui n'aurait servi à rien. Tu veux dire que tu crois ce qu'il raconte? Fit Harold. Comme ça, il te raconte des histoires et tu prends ça pour de l'argent comptant. Mais Harold, pourquoi veux-tu qu'il mente? Fit Franny. Qu'est-ce qu'il aurait à y gagner? Comment veux-tu que je sache ce qu'il a derrière la tête? Répondit Harold. Nous tuer peut-être? Ou te violer? Je ne suis pas très amateur de viol, répondit Stu d'une voix posée. Mais peut-être que toi, tous les goûts sont dans la nature. Dit Fran. Tu veux bien essayer d'être un peu moins désagréable, s'il te plaît? Désagréable? Aboya Harold. J'essaye de m'occuper de toi, de nous deux, et tu me dis que je suis désagréable? Regardez donc, dis-tu en relevant sa manche. Ils m'ont piqué avec tout un tas de cochonneries. On voyait effectivement plusieurs traces d'aiguilles au creux de son coude et une grosse tache brunâtre. Ouah, ça peut vouloir dire que vous vous êtes drogué, répliqua Harold. Stu baissa la manche de sa chemise sans répondre. C'était à cause de la fille, naturellement. Il s'était fait à l'idée qu'elle était à lui. Il y a des filles qui sont d'accord, d'autres pas, et celle-là semblait appartenir à la seconde catégorie. Elle était grande, jolie, fraîche comme une rose, et ses yeux remplis de larmes semblaient appeler au secours. Mais il aurait été facile de ne pas voir cette petite ride entre ses sourcils, qui se faisait plus prononcée quand elle était fâchée, le mouvement énergique de ses mains lorsqu'elle ramenait ses cheveux en arrière. Alors qu'est-ce qu'on fait? demanda-t-elle, comme si elle n'avait pas entendu la dernière remarque d'Harold. On continue quand même, répondit Harold. Il faut bien aller quelque part. Il dit peut-être la vérité, mais rien ne nous empêche de vérifier. On verra ensuite, s'empressa-t-il d'ajouter, lorsqu'elle le regarda avec cette petite ride entre les deux sourcils. Fran lança un regard astuce, comme pour s'excuser, et il se contenta de hausser les épaules. Alors t'es d'accord, Fran? demanda Harold. Pourquoi pas? répondit Franny. Elle cueillit un pissenlit et souffla sur le duvet. N'avez-vous vu personne en venant? demanda Stu. Un chien, c'est tout, répondit-elle. Moi aussi j'ai vu un chien, dit Stu, qui leur raconta sa rencontre avec Batman et Kojak. J'allais vers la côte.
Mais vous dites qu'il n'y a plus personne là-bas, ça me coupe un peu les pattes. Désolé, dit Harold d'un ton qui ne l'était pas du tout. Alors t'es prête, Fran fit-il en se levant. Elle regarda Stu, hésita un instant, puis se leva. Bon, ben, c'est reparti pour le vibromassage. Merci de nous avoir dit ce que vous saviez, monsieur Redman, même si les nouvelles ne sont pas tellement bonnes. Attendez, dit Stu, en se levant lui aussi. Il hésitait. La fille était certainement pas mal. Par contre, le type avait tout l'air d'un petit connard qui se prend pour Einstein. Mais est-ce qu'il pouvait faire le difficile dans ces circonstances? Probablement pas. Il me semble que nous cherchons tous de la compagnie, et j'aimerais partir avec vous, si vous êtes d'accord. Non, répondit aussitôt Harold. Fran regarda Harold, puis Stu. Peut-être que... J'ai dit non. Et moi, j'ai pas mon mot à dire demanda Fran. Mais enfin, dit Harold, tu ne vois pas ce qu'il veut. Réveille-toi, Fran. S'il y a des emmerdes, vaut mieux être trois, dit Stu. Non, répéta Harold, et sa main effleura la croche de son pistolet. On c'est d'accord, dit Fran. Nous serons très contents que vous veniez avec nous, monsieur Redman. Harold se retourna, le visage déformé par la colère. Stu crut qu'il allait la frapper. Ah bon, c'est comme ça, fit Harold. Tu attendais simplement une excuse pour te débarrasser de moi. Je comprends maintenant. Si c'est ce que tu veux, d'accord, tu pars avec lui. J'en ai marre de toi. Ses yeux étaient remplis de larmes. Il courut vers sa Honda, et Franny ne comprit pas tout de suite. Elle regardait Stu. Une minute, dit Stu. Attendez un peu. Oh, soyez gentil avec lui, dit Fran. S'il vous plaît. Stu s'avança vers Harold, qui essayait déjà de faire démarrer sa moto. Dans sa rage, il avait ouvert les gaz à fond et noyé le carburateur. Heureusement pour lui, pensa Stu. Si la moto avait démarré avec les gaz ouverts à fond, elle se serait cabrée, aurait foncé dans le premier arbre et aurait écrasé ce pauvre vieux Harold en retombant. N'approchez pas, hurla Harold, qui cherchait son pistolet. Stu posa une main sur celle d'Harold, comme s'il jouait à la main chaude. Il posa l'autre sur le bras du jeune homme. Les yeux d'Harold avaient quelque chose d'un peu fou, et Stu crut qu'il était sur le point de devenir dangereux. Ce n'était pas simplement qu'il était jaloux de la fille, Stu s'était trompé. C'était sa dignité qui était en jeu, la nouvelle image qu'il se faisait de lui-même comme protecteur de cette fille. Jusque-là, il avait sans doute été le roi des cons, un petit gros en bottes pointues qui marchait en serrant les fesses. Mais sous cette image, il savait bien qu'il était encore un con, et qu'il le serait toujours, et qu'il n'en sortirait jamais. Il aurait réagi de la même manière s'il avait rencontré Batman ou un enfant de 12 ans. Dans n'importe quel triangle, il se verrait toujours comme le perdant. Harold, lui dit-il presque dans l'oreille. Laissez-moi. Harold vibrait comme une corde de guitare. Harold, tu couches avec elle demanda Stu. Harold sursauta, et Stu comprit que la réponse était non. Ça ne vous regarde pas? Non, dit Stu. Mais si j'en parle, c'est pour que tout soit bien clair. Elle n'est pas à moi, Harold. Elle n'est à personne. Je ne cherche pas à te la piquer. Désolé si je suis brutal, mais vaut mieux qu'on sache où on en est. Nous sommes 2 plus 1 maintenant. Si tu fous le camp, nous sommes toujours 2 plus 1. Résultat nul. Harold ne répondait pas, mais sa main crispée commençait à se desserrer. Je vais essayer d'être aussi clair que possible, reprit Stu, qui lui parlait toujours dans le creux de l'oreille, où il voyait un magnifique bouchon brun de cérumen, et il s'efforçait de rester très très calme. Tu sais comme moi qu'un homme n'a pas besoin de violer les femmes quand il sait se servir de sa main. Harold se passa la langue sur les lèvres, puis il regarda du côté de Fran, qui les observait bras croisés, inquiète. C'est vraiment dégoûtant, dit Harold. Oui et non, dit Stu. Mais quand un homme court après une femme qui ne veut pas de lui dans son lit, il lui reste toujours la veuve poignée. Moi, je m'en sers chaque fois, et je pense que toi aussi. Et je veux que tu comprennes bien, je ne suis pas là pour te la piquer, je te l'ai déjà dit. Tu peux me faire confiance. Harold lâcha son pistolet et regarda Stu. Vous êtes sérieux? Vous promettez de ne pas lui dire? Stu fit signe que oui. Je l'aime, dit Harold d'une voix rauque. Elle ne m'aime pas, je le sais, mais je veux que tout soit bien clair, comme vous dites. Pas de problème, dit Stu. Je n'ai aucune intention de foutre la merde entre vous deux, je veux simplement venir avec vous. Alors vous promettez? Oui, répondit Stu. Bon, bah alors c'est d'accord. Harold descendit lentement de sa moto, puis les deux hommes allèrent retrouver Franny.
Il peut venir, dit Harold. Et je m'excuse d'avoir été complètement con. Hurrah s'exclama Fran en battant des mains. Alors, où va-t-on? Ils décidèrent finalement de continuer dans la direction que Fran et Harold suivaient vers l'ouest. Stu leur dit que Glenn Batman serait certainement très content de les héberger pour la nuit s'ils arrivaient à Woodsville avant qu'il fasse noir, et qu'il accepterait peut-être de les accompagner lorsqu'ils repartiraient le lendemain. En entendant ces mots, le visage d'Harold s'éclaira. Stu prit la Honda de Fran, qui s'installa sur le siège arrière de celle de Harold. Ils s'arrêtèrent à Twin Mountain pour déjeuner dans un snack-bar abandonné, et Stu se surprit à observer le visage de Fran, ses yeux vifs, son menton petit mais volontaire, cette ride qui se creusait entre ses sourcils. Il aimait sa manière d'être, de parler. Il aimait la façon dont elle se coiffait, les cheveux tirés en arrière. Et il comprit qu'il avait envie d'elle, tout compte fait.